Aujourd'hui, nous avons également le plaisir d'accueillir Mariam Boulati et Mathilde Provini, tous deux juristes et chargés de projet à l'association Femmes de la Terre. L'association a été créée en 1992 avec pour volonté de répondre aux demandes émanant de femmes qui souhaitaient pouvoir bénéficier d'un accueil spécifique en journée, un lieu pour s'exprimer librement. Femmes de la Terre a pour activité principale l'accompagnement juridique à Paris des femmes et des jeunes de moins de 25 ans, garçons ou filles, de nationalité étrangère ou qui ont des liens avec l'étranger et qui rencontrent des difficultés administratives ou juridiques liées à l'asile, à l'entrée et au séjour en France. L'association porte une attention particulière aux femmes étrangères victimes de violences et les accompagne dans leur demande de protection internationale ou lorsque les violences subies remettent en cause leur droit au séjour. Vous dénoncez une double discrimination ou double violence à leur encontre en tant que femmes et étrangères, ainsi que la superposition de violences physiques, psychologiques, conjugales ou intrafamiliales et d'une violence institutionnelle. Les violences subies spécifiquement par les femmes, mutilations sexuelles féminines, mariage forcé, crimes d'honneur, violences conjugales, etc., peuvent être aggravées par la précarité de leur statut administratif sur le territoire. Femmes de la Terre est ainsi engagée dans la lutte contre toutes les formes de violence, conjugales, familiales ou institutionnelles, que ce soit dans le cadre de cette permanence juridique et par les actions de mobilisation et de plaidoyer menées en réseau avec d'autres associations. Mariam et Mathilde, je vous laisse donc la parole pour environ 40 minutes pour nous présenter l'association et vos constats, vos analyses autour de ce phénomène de double violence et vos actions de lutte et d'accompagnement des femmes étrangères dans ce contexte. Merci beaucoup à vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'abord à ISM Interprétariat et à l'Observatoire de nous avoir invités. On est ravis de pouvoir échanger avec vous ce matin. Merci aussi beaucoup aux participants et aux participantes d'être là aussi nombreux. On va essayer d'être le plus clair possible et puis après, on n'hésitera pas à répondre à toutes vos questions ou incompréhensions. On sait que on est juriste, donc on a un dialogue parfois un peu type charabia, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Donc, moi, je m'appelle Mathilde Provini. Et moi, c'est Mariam Blati. On est toutes les deux juristes à l'Association Femmes de la Terre. Et en accord avec l'Observatoire ce matin, on va vous parler de la superposition des violences, comment lutter et défendre les droits des femmes étrangères. Voilà, on va refaire une toute petite présentation de l'association en rentrant dans les détails, notamment vis-à-vis des permanences et de nos objectifs. Et puis après, on passera vite sur l'intime et puis la double violence. Du coup, l'association Femmes de la Terre a été créée en 1992 en réponse à une demande des femmes, mais aussi du constat d'un groupe de bénévoles que les femmes souhaitent et ont besoin d'un accueil particulier, d'un endroit où elles peuvent se rendre et où elles se sentent à l'aise pour s'exprimer et surtout en cas de violence. Comme l'a très bien rappelé Laura, l'activité principale de l'association, c'est l'accompagnement juridique des femmes et des jeunes de moins de 25 ans, de nationalité étrangère ou avec un lien avec l'étranger. C'est en particulier les personnes qui rencontrent des difficultés administratives ou juridiques en lien à la demande d'asile, à l'entrée au séjour, au maintien également du séjour et pour tout ce qui est l'obtention ou la reconnaissance de la nationalité française. Donc l'association, elle porte une attention particulière aux femmes victimes de violences. Donc on peut les accompagner dans les demandes de protection internationale, donc pour obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, mais également quand les violences qu'elles subissent peuvent remettre en cause leur droit au séjour, notamment quand ça dépend d'une communauté de vie avec leur conjoint. Donc l'association, elle est engagée dans la lutte contre toutes les formes de violence, que ce soit conjugale, administrative, institutionnelle. Et comme ça a été dit précédemment, on lutte contre ces violences dans le cadre de nos permanences, mais également dans les actions qu'on mène en réseau avec d'autres associations partenaires. Donc concrètement, l'activité, elle s'organise autour de plusieurs permanences. Donc une permanence téléphonique pour donner du conseil juridique, réorienter le public et fixer les rendez-vous à l'association. Ensuite, on tient 2 permanences juridiques hebdomadaires à destination du public accompagné.
On tient également une permanence d'écrivains publics, donc c'est une permanence qui est plus axée sur l'accès au droit et qui a pour objectif en fait de rompre avec l'isolement des personnes et de pouvoir surpasser les barrières des démarches administratives qui sont souvent très complexes et qui le sont aussi particulièrement du fait de la dématérialisation, mais on y reviendra un peu plus en détail par la suite. Et du coup, notre réseau, pardon, il a aussi pour objectif de défendre le droit des personnes étrangères et de sensibiliser à la cause et sensibiliser aux violences dont peuvent être victimes les femmes. Donc voilà, je pense on est situé du coup à Paris, rue de la Solidarité, et on accompagne un public pas forcément parisien, mais qui peut venir de toute l'Île-de-France, voire même en dehors, dans la mesure du possible pour le suivi des dossiers. Merci. On fait un petit point rapide sur nos chiffres de 2024 pour vous donner une idée. Comme l'a dit Mariam, on accueille principalement des femmes étrangères et des jeunes de moins de 25 ans, hein, donc à la marge, puisque par exemple sur l'exercice de 2024, 91% de notre public étaient des femmes. Petit point, on accueille en fait des jeunes hommes jusqu'à 25 ans parce que notre suivi est un suivi à vie et beaucoup des femmes qu'on accompagne ont des enfants et ces enfants, arrivés à la majorité, ont des questions ou ont besoin d'aide dans leur démarche d'obtention de titres de séjour. Donc on les accompagne jusqu'à 25 ans et après on réoriente. Donc voilà, on a accueilli, donc comme disait Mariam, sur la base de 2 permanences par semaine, il y en a eu 82 l'année dernière, avec 333 personnes reçues et donc suivies en 2024. Et donc, donc 333 personnes en 2024, 142 femmes nous ont déclaré des violences. Ça représente 45% des femmes accueillies. C'est une augmentation par rapport aux années précédentes. Les anciennes salariées en 2023 ont mis en place un questionnement systématique lors du premier rendez-vous avec les femmes sur les violences, donc qu'elles aient été commises au pays d'origine, sur le parcours migratoire, ou étaient commises ou toujours en cours sur le territoire français. On laisse la parole libre aux femmes et on essaye de s'identifier comme une association de confiance où les femmes peuvent revenir à n'importe quel moment pour dénoncer ou nous faire part de violences antérieures. Donc voilà, il y en a eu 142 l'année dernière et en termes de répartition, la plupart des femmes déclarent des violences conjugales à 45%. Voilà. Et puis un chiffre qu'on aime bien rappeler aussi, qu'on met partout, parce que l'une des raisons pour lesquelles on constate de la double violence, c'est que les femmes étrangères sont invisibilisées. Et c'est en partie dû au fait qu'on ne sait pas que 51% des migrants sont des femmes. Voilà. Et quelle que soit leur répartition dans le monde entier, elles représentent 50% des migrations. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le sujet en parlant et en définissant la double violence. Donc, les femmes étrangères, elles peuvent être l'objet d'une double discrimination en tant que femmes et en tant qu'étrangères. Donc, tout d'abord, elles peuvent subir des violences qui sont particulières à leur genre. Donc, ça peut être des mutilations sexuelles, féminines, pardon, des mariages forcés, des violences conjugales, des violences psychologiques, et du coup, qui sont aggravées du fait de la précarité de leur statut administratif sur le territoire français. Donc, par exemple, si elles sont en situation irrégulière ou si leur titre de séjour dépend de la communauté de vie avec le conjoint. Et donc, en fait, tous ces éléments, ça peut dissuader les femmes, en fait, à aller dénoncer les violences, donc à aller porter plainte, ou même à quitter le domicile conjugal ou le conjoint dans certains cas. Et donc, du coup, comme l'a dit Mathilde, on met en place le questionnement systématique des violences. Et enfin, si les femmes ne se sentent pas de nous dire dès le premier rendez-vous, parce que enfin, c'est quelque chose qui peut être difficile à parler, ça relève de l'intimité, on leur rappelle que c'est possible de nous les déclarer à n'importe quel autre moment si elles en ressentent le besoin.
Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que il y a cette idée de primauté du statut d'étranger qui prime sur celui de femme enfin celui de femme ou de victime dans la prise en charge en fait de l'accompagnement des femmes étrangères, que ce soit enfin particulièrement par l'administration. Et on a remarqué aussi que la dématérialisation des démarches, ça renforce cette double violence, puisque dans le cas où une femme est victime de violences, elle doit enfin, elle doit apporter les preuves de ces violences via un site internet. Ça soulève des questions de secret médical, de protection des données, et ça peut aussi renforcer l'emprise des auteurs de violences sur la personne qui est violentée. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Ouais. Donc voilà pour un peu expliquer ce concept de double violence. Également rapidement, on vous a mis un petit historique des avancées législatives permettant la prise en compte des violences subies par les femmes étrangères et du coup l'impact que ça peut avoir sur leur titre de séjour. Donc comme on voit, c'est quand même assez récent. Bon, déjà, jusqu'à très longtemps, on n'avait pas de codification du droit des étrangers et de l'asile, ça arrive tardivement. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas eu une conceptualisation de ce genre de problème. Mais du coup, c'est qu'en 2003 qu'on a commencé à prendre en compte la possibilité pour les conjoints de Français qui se renouvelaient leur titre de pouvoir le faire, même s'il y a une rupture de la vie commune en raison de violences conjugales. Voilà, ça ne concernait que les conjoints de Français. Par la suite, et par la bataille de nombreuses associations féministes et de défense des droits étrangers, il y a eu en 2010 la création de l'ordonnance de protection. Donc l'ordonnance de protection, c'est une mesure civile qui est prise par le juge des affaires familiales et qui vise à protéger les femmes, qu'elles soient françaises ou étrangères, si elles rencontrent un danger grave et imminent, notamment des violences par leur conjoint. C'est une mesure qui est très restrictive dans ses conditions. Et du coup, il y en a quand même très peu par année qui sont délivrées, même pour des Françaises. Mais là, en 2010, donc avec l'ordonnance de protection, même les femmes en situation irrégulière peuvent se voir obtenir un titre de séjour. Voilà. Et après, 6 ans à 8 ans plus tard, c'est plus seulement la prise en compte des violences envers les conjoints de Français, mais c'est les violences familiales envers les conjoints de Français et bénéficiaires du regroupement familial. Voilà. Ça, c'est donc les dernières en date. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu de très nombreuses lois immigration. Il y en a d'ailleurs encore une en préparation. Et pour l'instant, aucune disposition n'est prévue pour protéger plus efficacement les femmes étrangères victimes de violences. Néanmoins, au-delà d'améliorer leurs conditions de prise en charge et leurs conditions d'existence sur le territoire français, on a vu une dégradation de leur prise en charge. Donc, on vous a fait une petite explicatif de nos sous-parties. On voit donc, qu'est-ce qu'on entend par de nombreuses lois immigration. Ça veut dire donc aucune disposition pour les femmes étrangères victimes de violences. On n'a toujours aucune disposition pour les femmes étrangères, parce qu'il faut savoir que les femmes algériennes, pardon, pas étrangères, mais les femmes algériennes dépendent d'un accord franco-algérien et dans lequel il n'est fait mention aucunement des situations. Je pense que quelqu'un, je suis désolée, vous entend en écho. Je pense que quelqu'un, je suis désolée, vous entend en écho. Je pense que quelqu'un, je suis désolée, vous entend en écho. Je pense que quelqu'un, je suis désolée, vous entend en écho. Je pense que quelqu'un, je suis désolée, vous entend en écho. Alors oui, je crois qu'il y a un souci au niveau peut-être de votre micro, Mariam et Mathilde, avec des petits soucis de connexion où le son buguait tout à l'heure. Je ne vois pas de micro ouvert chez nos participants.
Sinon, merci à toutes et à tous peut-être de bien vouloir couper votre micro pour éviter voilà, des échos. Mais j'ai peut-être eu l'impression là que ça venait d'un petit souci peut-être de connexion Ok, depuis chez vous, parce que même tout à l'heure, je voyais que la caméra figeait un peu, mais là, ça a l'air d'être revenu. ok. N'hésitez pas en tout cas à nous interrompre s'il y a le moindre problème pour qu'on puisse revenir sur des choses enfin, ou régler un problème de connexion. N'hésitez pas. Merci. Oui, donc je disais les femmes algériennes. Les Algériens dépendent d'un accord franco-algérien. Euh, et dans cet accord, il n'est pas fait mention d'une situation de rupture de vie commune en raison des violences. Du coup, quand les femmes algériennes sont obligées de quitter le domicile en raison des violences, on dit que le renouvellement de son titre ou l'obtention de son titre est à la discrétion du préfet, puisque c'est au préfet de voir s'il décide d'appliquer les dispositions du Code d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui normalement ne s'applique pas aux Algériens. Voilà, donc enfin, de nombreuses lois immigration, on voit qu'il y a quand même une dégradation de l'accueil et des conditions d'existence des étrangers avec des lois toujours plus restrictives. Donc, qui dit plus de précarité pour les étrangers de manière générale, dit plus de précarité pour les femmes étrangères. On vous a mis entre parenthèses l'OFI, c'est très vrai puisque, et c'est en lien direct avec les femmes allophones, l'OFI est un passage obligatoire. Donc l'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est un institut français, une administration française qui délivre ce qu'on appelle un contrat d'intégration républicaine, merci, qui permet de pouvoir renouveler son titre de séjour. Et pour valider ce contrat, il faut notamment des considérations de langue. Il faut, là pour l'instant, enfin, prendre des cours et obtenir le niveau A1. Mais la loi dite Darmanin de janvier 2024 a vocation à faire passer ce niveau A1 obligatoire dès l'obtention du premier titre de séjour et non plus enfin, au renouvellement. Donc, on attend actuellement les décrets d'application. C'est pas encore sorti, mais ils vont pas tarder. Et de toute façon, le dernier délai, ça sera janvier 2026, l'entrée en vigueur. Donc, ça va poser un gros problème pour les femmes allophones qui vont être dans l'obligation d'obtenir ce niveau A1 assez rapidement pour pouvoir obtenir leur titre de séjour. Et il y a un autre point avec l'OFI dont on parle peu, malheureusement, mais qui est quand même scandaleux, c'est que pour valider ce contrat, on suit des cours, donc des cours de langue, et puis aussi des cours sur les institutions françaises, la République, ses valeurs, etc. Ces cours sont obligatoires et les dispenses ne sont possibles qu'en cas de travail. Et il y a de nombreuses femmes qui sont femmes au foyer et qui doivent garder leurs enfants et qui malheureusement n'ont pas pu signer le contrat d'intégration parce que l'OFI a refusé l'excuse euh, enfin la dispense je devais garder mes enfants. Donc ça, c'est un frein énorme pour les femmes étrangères. Et voilà. Euh, Au-delà de donc, tous ces trois premiers points, on n'a aussi toujours pas une prise en compte de toutes les formes de violence. Nous, on essaye à l'association de militer pour la reconnaissance de toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, euh, administratives, économiques, intrafamiliales, conjugales. Et malheureusement, c'est surtout des violences physiques qui sont aujourd'hui reconnues par la législation française et aussi les administrations préfectorales, policières, etc. Donc, on lutte au quotidien pour que les femmes qui subissent des violences, notamment économiques et psychologiques, puissent elles aussi avoir droit aux dispositions légales pour renouveler leur titre de séjour. Ensuite, on constate aujourd'hui, comme l'a dit Mariam tout à l'heure, une généralisation de la dématérialisation qui impacte beaucoup d'étrangers, mais qui impacte du coup spécifiquement les femmes.
Le site majeur que nous, on utilise tout le temps et qui a vocation à se généraliser pour l'ensemble des démarches concernant les étrangers d'ici quelques années, c'est un site qui s'appelle l'ANEF, c'est l'Administration nationale des étrangers en France. Et c'est un passage obligé pour certains types de demandes. On est obligé de déposer sa demande sur ce site au départ par une adresse mail, puis par un numéro étranger sur sa carte de séjour. Et ce site a d'abord augmenté le nombre de violences administratives commises par les conjoints violents, puisque beaucoup des conjoints violents font aussi des violences administratives, donc créent un compte avec leur propre adresse mail et ensuite gèrent l'intégralité des démarches administratives de leur conjointe étrangère sans que celle-ci ne puisse avoir la main dessus. Et donc, quand elle quitte le domicile pour les violences, eh bien, il faut des mois pour se batailler avec la nef et la préfecture pour pouvoir récupérer le compte de la dame et reprendre la main sur ses démarches. Voilà, donc ça c'est une première chose. On voit aussi une augmentation des abus préfectoraux et des demandes abusives puisque la nef est une plateforme mise à disposition des préfectures et ce n'est en aucun cas une plateforme spécifique à chaque préfecture. Donc, il y a eu l'usage massif d'abus préfectoraux pour certains types de demandes, notamment les parents d'enfants français. Il y a des documents qui sont obligatoires à fournir sur la plateforme pour déposer sa demande de titre de séjour qui ne sont pas en accord avec les dispositions légales. Donc, on rencontre régulièrement un problème puisque des personnes ne peuvent pas justifier des documents qui ne sont d'ailleurs pas demandés par la loi, mais qui sont obligatoires pour déposer leur demande. Et enfin, les demandes abusives, les demandes de titre de séjour conjoint de français victimes de violences sont à déposer sur ce site, la NEF. Et il est récurrent, voire quasi systématique, qu'après le dépôt de la demande, la préfecture fasse des demandes abusives pour demander des compléments de plainte, toujours plus d'attestations médicales, le suivi de l'instruction pénale, en violation totale du secret de l'instruction pénale, en violation totale du secret médical. Et ça, du coup, ce que ça entraîne, soit ça met en grande difficulté les femmes parce que elles n'ont pas envie de porter plainte, elles sont confrontées à un classement sans suite qui les met en grande difficulté psychologique. Et là, elles ont peur que si la préfecture la prend, et ben, leur titre de séjour soit refusé. Et ce que ça engendre aussi, c'est que plus la préfecture fait des demandes de compléments, plus le délai de traitement des demandes est long. Et donc, on arrive à des ruptures de droit importantes. Des ruptures de droit, ça signifie que plus la préfecture prend du temps à traiter un renouvellement de titre de séjour, plus on approche de la date d'expiration de la carte et on n'a pas forcément de documents pour continuer à justifier sa situation régulière en France. Donc il y a des femmes qui, du coup, perdent leur travail, perdent leurs allocations familiales, ou se retrouvent en tout cas en grande détresse économique, juste parce que la préfecture fait des demandes abusives. Voilà. Et enfin, on voit aussi toujours plus de suspicion, pardon, envers les violences faites aux femmes. À l'association, en 2024, on a vu notamment une hausse du nombre de plaintes pour mariage gris. Mariage gris, c'est un peu comme le mariage blanc. C'est quand quand un national français se marie avec un ressortissant étranger et que au moment du mariage, le ressortissant français n'a pas été informé des intentions de la personne de nationalité étrangère et ce mariage n'aurait eu comme seul but de lui faire obtenir des papiers. Mariage blanc, c'est quand les deux conjoints sont au courant. Mariage gris, c'est quand l'étranger a la seule volonté d'utiliser le mariage à des fins administratives et de régularisation. Donc, on a vu beaucoup de conjoints français cette dernière année contrer les plaintes pour violence par des plaintes pour mariage gay. Et ce qui pose un réel problème parce que normalement, les administrations n'ont pas à communiquer entre elles.
la préfecture n'a pas à communiquer avec le commissariat et vice-versa. Sauf que on voit qu'il y a quand même beaucoup de préfectures qui sont informées de dépôt de ces plaintes. Et si une condamnation devait avoir lieu pour mariage gris, ça poserait la problématique de l'ordre public. Et aujourd'hui, quand un étranger en France représente une menace à l'ordre public, son titre de séjour lui est refusé ou il ne peut accéder à un séjour régulier en France. Et puis, en termes de suspicion, alors on vous l'a déjà pas mal démontré avec les demandes abusives des préfectures, mais il y a aussi une augmentation des abus dans les délais de traitement, puisque on voit bien qu'ils font traîner, ils font des demandes de compléments à rallonge, ils les multiplient, parfois ils demandent 2 fois la même chose. Toujours dans l'idée d'être sûr que la femme est bien victime, alors même que parfois on peut justifier des ordonnances du juge, des plaintes, des condamnations pénales. Parfois, ça ne suffit même pas à la préfecture afin de démontrer ces violences. Donc ça a un impact vraiment très important sur l'intimité des femmes. On fera un petit point de toute façon dans les 2 slides juste après. Du coup, assez rapidement, vous avez dû le comprendre, la loi, elle ne concerne pas toutes les femmes et puis elle ne concerne pas toutes les violences. On vous a mis quelques exemples, mais qui illustrent bien, l'inégalité entre les femmes, bien qu'elles soient toutes victimes de violences. Donc, le premier cas, c'est une femme algérienne venue par regroupement familial et victime de violences. Donc, on en a parlé tout à l'heure, comme c'est l'accord franco-algérien qui prévoit les dispositions applicables aux Algériens sur le territoire. Cet accord ne prévoit pas une rupture de vie commune en raison des violences, donc c'est à la discrétion du préfet. Il est donc tout à fait possible pour lui de refuser la délivrance du titre ou le renouvellement. Donc là, c'est aux juristes spécialisés de faire une étude approfondie de la situation et d'autres motifs sur lesquels la femme peut fonder son titre de séjour. À l'inverse, par exemple, une ressortissante brésilienne mariée en France avec un Français, victime de violences conjugales, là, il y a des dispositions légales qui la protègent et qui stipulent explicitement qu'en cas de rupture de la vie commune, on ne peut pas refuser ou retirer un titre de séjour. Il faudra néanmoins prouver par tout moyen être victime de violence. C'est pour ça qu'on parlait aussi de demandes abusives, c'est parce que par tout moyen, ça sous-entend pas les plaintes. Par tout moyen, ça voudrait dire qu'un certificat médical, un passage aux UMJ, une attestation psy, ça devrait passer. Le fait est qu'en pratique, ça a du mal à passer. Donc c'est pour ça, il y a une possibilité de rencontrer beaucoup de difficultés lors du renouvellement. Et ça met en très grande difficulté les femmes, mais il y a un renouvellement quasi certain du titre, puisque si on ne l'obtient pas en préfecture, on l'obtiendra au tribunal administratif. Et dernier cas, si on prend l'exemple d'une ressortissante congolaise qui est mariée à un étranger régulier sur le territoire, qui a un titre de séjour, qui est victime de violences, mais qui n'a pas d'enfant. Donc, ça veut dire qu'elle aurait été régularisée via son conjoint étranger, en régulier sur le territoire, mais qu'il n'y a aucun autre lien personnel et familial en France. Elle n'a pas d'enfant en France. Bah là, elle ne va pas renouveler son titre. Si elle part de son domicile, si elle quitte son conjoint, alors elle n'est plus partenaire d'un conjoint qui lui a permis d'obtenir son titre de séjour, donc elle ne peut pas le renouveler. Et là encore, les juristes font une évaluation approfondie de la situation des violences pour essayer de trouver une solution, essayer de voir s'il n'y a pas une ordonnance de protection possible, etc. Donc, vous voyez, toutes ces 3 femmes, c'est des cas qu'on rencontre tous les jours à l'association. Elles sont pourtant inégales devant la loi. Et quid aussi des femmes qui sont victimes d'autres formes de violence, notamment des victimes de viol ou les victimes de violences au travail. Ça, c'est pas des motifs sur lesquels on peut obtenir ou renouveler un titre de séjour. Donc du coup, pour parler un peu plus en détail de l'impact de la double violence sur l'intimité des femmes étrangères, donc souvent on remarque qu'elles ont peur d'aller porter plainte puisqu'elles ont peur de ne pas être crues, ou ça peut être aussi difficile de mettre des mots sur ce qu'elles vivent et savoir l'expliquer à des agents de la police.
Elles ont peur aussi également d'être placées en centre de rétention administrative. Euh, donc on a aussi, pour parler un peu de l'asile, euh, quand les femmes doivent expliquer plusieurs fois leur histoire, donc d'abord avec le travailleur social pour faire le dossier CRA, quand il faut rédiger le récit, quand ensuite il faut l'expliquer, enfin il faut raconter son histoire à l'officier de protection, puis en cas de refus à la CNDA, c'est ça, enfin, les femmes peuvent le percevoir aussi comme une violation de leur intimité, à devoir répéter tout le temps des événements et des expériences traumatisantes, c'est pas quelque chose qui est facile. Euh, il y a enfin, dans les cas de violence conjugale, il peut y avoir également des difficultés à verbaliser donc ce que la femme a vécu. Moi, enfin, j'ai ce souvenir d'une femme qui avait été excisée et qui ne savait pas qu'elle l'était. Enfin, c'était tellement banal, enfin, c'était tellement commun en fait dans le pays d'où elle venait et dans son village que c'est nous, enfin, c'est les juristes qui ont pu mettre un mot sur ce qu'elle avait vécu. Et si on n'avait pas aidé à mettre un mot sur ça, elle n'en aurait jamais parlé, elle n'aurait pas pu être prise en charge par rapport à l'excision. Donc voilà, il y a aussi, ça peut créer une sorte d'isolement puisque les personnes, enfin les femmes peuvent avoir peur des conséquences. Parfois, elles ont peur aussi des autorités puisqu'elles n'ont pas pu être protégées dans leur pays d'origine et elles se disent pourquoi je veux être protégée ici en France, surtout si je suis en situation irrégulière. Donc voilà. Par rapport au séjour, ouais, au commissariat, ça peut être aussi difficile. Enfin, la relation avec les agents de police, elle n'est pas toujours facile. Eux, ils n'ont pas forcément enfin, l'expérience et les formations pour prendre en charge les femmes. Je crois que Mathilde, toi, tu avais un exemple concret. Ouais, Mariam, tout à l'heure, a dit que le statut d'étrangère primait sur le statut de victime. Ça, c'est une caractéristique indispensable à avoir en tête quand on parle de double violence, parce que grand nombre de nos femmes ont été très mal reçues en commissariat, alors même qu'elles étaient en séjour régulier. C'est extrêmement compliqué pour des femmes en situation irrégulière de se présenter en commissariat et d'aller dénoncer des violences, alors même qu'elles ont le droit de le faire. Donc, quand ça arrive, on fait systématiquement un accompagnement au commissariat. Mais oui, il y a nous, enfin, je vais vous raconter deux exemples. Déjà, il y a le premier à avoir en tête, c'est qu'il y a un travail qui a été réalisé par la CIMAD, qui est une autre association de défense des droits des personnes étrangères, qui a réalisé une enquête auprès des commissariats de police de Paris et qui les a enregistrés en audio quand ils passaient un coup de téléphone avant d'envoyer des femmes victimes de violences. Et quasi systématiquement pour les femmes en situation irrégulière, l'agent de police au téléphone disait « elle a qu'à rentrer chez elle. Elle ne sera pas accueillie au commissariat ». Et nous, on a beaucoup de femmes à l'association où on a accompagné et où les échanges ont été très vigoureux avec l'agent de police parce qu'il n'était pas du tout respectueux et il était plus attaché à pourquoi la femme était arrivée en France et dans quelles conditions et est-ce qu'elle allait rester avec d'autres papiers, quelles étaient en tout cas ses opportunités de séjour en France, plutôt que à savoir qu'elle s'était fait taper dessus pendant 3 ans par son mari. Et nous, on a réalisé aussi beaucoup de signalements à l'IJPN et aux défenseurs des droits pour des femmes où ouvertement des agents de police les ont masquées, les ont dénigrées et leur ont dit que son mari était bien sympa de leur avoir payé le billet de retour dans le pays d'origine. Donc, tous ces freins, tous ces témoignages, enfin, les femmes, elles savent qu'elles vont pas être reçues correctement, qu'elles vont pas être crues. Donc, l'objectif pour nous, association de défense des droits des personnes étrangères, mais encore plus des femmes étrangères, c'est de multiplier les actes qu'on peut faire dans ces services publics pour qu'on soit témoin, qu'on puisse signaler et puis aussi qu'on puisse rappeler à l'agent en face de nous que son comportement est inadmissible et irrespectueux. Et je rebondis du coup aussi quand enfin ces difficultés elles sont encore plus fortes quand la femme elle ne parle pas la langue enfin du coup le français par exemple c'est toujours difficile aussi de se faire enfin, ça peut être difficile de se faire comprendre s'il n'y a pas d'interprète enfin
Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte aussi dans comment expliquer les violences qu'elles ont subies et comment aussi la personne qui reçoit va comprendre et interpréter son récit. Ensuite, un autre impact sur l'intimité des femmes étrangères, c'est qu'elles ont peur de quitter le domicile, puisque si elles le quittent, elles savent enfin, qu'elles vont se retrouver dans une situation qui est souvent très précaire. Donc, elles peuvent rencontrer des difficultés économiques parce que souvent, c'est le conjoint qui prend en charge les frais financiers et donc du coup ça les met en grande difficulté pour se nourrir, pour payer un hébergement parce que nous on le sait mais les femmes aussi il y a peu de place dans les logements d'urgence et elles savent que si elles partent elles vont être précarisées pendant plusieurs années de leur vie donc on sait que le 115 ils sont surchargés, il n'y a pas de place. Nous on travaille aussi avec deux associations qui prennent en charge l'hébergement femmes victimes de violence, donc il y a l'Escale et Halte aux femmes battues. Mais c'est en fonction de leur disponibilité des places et de la prise en charge qui est possible ou non au moment où la femme souhaite quitter le domicile. Et il y a aussi cette crainte d'être séparées de leur enfant. Enfin, ce qu'on a souvent comme retour, c'est que elles ont peur de perdre la garde de leur enfant, puisque si elles partent du domicile conjugal, elles ont nulle part où aller, elles ont peur que les enfants soient placés ou que le père récupère la garde. Et elles veulent aussi ne pas mettre leurs enfants dans des situations compliquées dans les hôtels 115 ou ne pas être en capacité de payer enfin, les frais liés à leurs besoins essentiels. Donc aussi ce qu'on fait, nous on réoriente, enfin nous on traite beaucoup tout ce qui est administratif et juridique, mais on se met en lien avec d'autres associations pour tout ce qui est la prise en charge psychosociale, euh, afin de faire en sorte qu'elles soient accompagnées sur tous les domaines, parce que le juridique c'est tout ce qui est pour le type de séjour, mais elles ont besoin aussi d'un accompagnement psychologique et social. C'est même indispensable. Enfin, on voit de manière générale pour les personnes en migration, le parcours migratoire ou même le fait d'avoir quitté son pays, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. Donc, on milite aussi pour qu'il y ait quand même une meilleure reconnaissance et une meilleure prise en charge de ces personnes. Mais on le voit pour des femmes étrangères qui ont été victimes de violences, c'est d'autant plus important. Et c'est au-delà même du confort et de leur faire retrouver une dignité. C'est aussi essentiel pour notre travail juridique parce que, notamment en lien avec l'asile, si les femmes sont traumatisées, pas en capacité de parler, nous, le travail juridique derrière va être compliqué pour la préparer aux entretiens et aux exigences de leur travail. Donc, on fait un travail vraiment en commun avec d'autres associations pour entourer ces femmes et faire en sorte que leur parcours administratif maintenant en France se passe le plus facilement possible. Donc, on nous a fait une petite liste des principes fondamentaux d'accompagnement juridique pour les femmes étrangères. Donc, c'est un peu la checklist pour être reconnue, enfin, pour être une association où les femmes peuvent être en confiance et venir évoquer les violences qu'elles peuvent subir. Donc, c'est surtout être à l'écoute sans jugement, donner du conseil en droit des étrangers et de l'asile et informer sur les droits de manière générale en tant qu'étrangère. Donc, enfin, une femme, elle peut totalement venir nous voir juste pour du conseil sans forcément qu'on ait à faire des démarches dès le premier rendez-vous. On est surtout là aussi pour lui rappeler ses droits, lui rappeler que la loi est là aussi dans la mesure du possible pour la protéger. On fait aussi du coup beaucoup d'orientation vers d'autres structures, comme on l'a souligné juste avant. Enfin, encore une fois, on sait, on a conscience que c'est pas facile pour les femmes d'exprimer pardon, ce qu'elles vivent. Et donc, on est à l'écoute à tous les rendez-vous. Si c'est pas le premier, si c'est pas le deuxième, si elles ont besoin de 3 mois de rendez-vous avant de pouvoir évoquer ces violences, bah, on sera toujours prête à les entendre et on sera toujours prête à les au moment où elles se sentent d'en parler. Et du coup, on arrive à la conclusion. Face à nos actions, en parallèle de nos actions de permanence et face à toutes les difficultés qu'on a évoquées, il est indispensable qu'en plus d'aider ces femmes, on mène des actions de sensibilisation, de plaidoyer et pour essayer de faire déjà
de sortir les femmes étrangères de leur situation d'invisibilité. Et puis aussi potentiellement qu'on essaye d'éveiller les consciences et changer les législations. Donc ça, on le fait pas, enfin, on en fait une petite partie seule, mais on le fait surtout en réseau. Donc il nous arrive régulièrement de participer à des entretiens avec des doctorants et des journalistes. On participe aussi tous les ans aux Journées mondiales du 8 mars et du 25 novembre pour sensibiliser sur les femmes étrangères et les droits des femmes étrangères. On intervient aussi régulièrement à la radio, dans l'émission La Voix des sans-papiers, puisque les locaux de la radio sont juste en face des nôtres, donc c'est assez simple. On intervient en colloque, en table ronde, un peu comme ce matin. Et puis, on est aussi membre de plusieurs réseaux. Donc, le réseau A des femmes, c'est le réseau d'accès et des droits pour les femmes étrangères migrantes, qui regroupe le GISTI, la CIMAD, le COMED, la Ligue iranienne des femmes, le Rachfir, la FNSF et la FNCIDFF, donc la Fédération nationale des CIDFF. On participe aussi au réseau Bouge-Ta Préfecture Île-de-France. Bon, là, c'est sur des dispositions, enfin, c'est pour essayer de faire avancer les dispositions légales en droit des étrangers et puis faire en sorte de permettre un accès au service public préfectoral. On fait partie aussi du réseau Femmes Violences 19 puisqu'on est dans le 19e arrondissement, donc on fait partie d'un réseau avec plusieurs travailleurs sociaux et institutions pour mettre en place des dispositifs dans le 19e arrondissement pour les femmes. Et puis on fait partie d'un nouveau réseau, Genre et Migration, qui a pour but principal de visibiliser les femmes étrangères. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de nos actions de sensibilisation qui sont donc indispensables en parallèle de notre action auprès des femmes au quotidien. Donc on a fini notre présentation, on vous a mis aussi une petite diapositive sur les associations ou les dispositifs avec lesquels on travaille et qui sont importants à connaître quand on souhaite orienter des femmes étrangères victimes de violences. Donc voilà, vous avez un point sur les violences faites aux femmes avec la Fédération nationale Solidarité Femmes, les assos Solidarité Femmes, les CIDFF et les associations membres des réseaux Aide aux victimes. Voilà, pour les mariages forcés, Voix des femmes, SOS mariage forcé, les mutilations génitales, le GAMS et CAMS. La traite des êtres humains, comité contre l'esclavage moderne, l'amicale du NU. Et puis après, au niveau santé, il reste toujours le planning familial, les PASS, les PMI, le COMED, qui met à disposition des permanences téléphoniques extrêmement bien faites, à la fois pour les personnes étrangères ou pour leurs accompagnants, travailleurs sociaux, juristes, etc., et qui répond à toutes les questions en lien avec l'exil et la santé, même les titres de séjour soins. Et puis, bien sûr, les maisons des femmes, qu'elles soient indépendantes ou maintenant dépendantes de la PHP, l'Hôtel Dieu, l'Hôpital Bichat, etc. Voilà. Et ensuite, des ressources qu'on voulait vous mettre à disposition. Vous pouvez vous en saisir si vous êtes amené à accompagner du coup des femmes étrangères dans leur démarche administrative et juridique. Donc là, il y a le guide d'information pour les personnes exilées qui a été publié du coup en mars 2024. Oui, il est actualisé très régulièrement et il met à disposition toutes les assos par catégorie pour une meilleure orientation. Ouais, et du coup, c'est Watisat, le guide Watisat. Ensuite, pour les ressources juridiques, il y a la note pratique du GISTI, le droit au séjour et violences conjugales et familiales, qui du coup va être mis à jour cette année, et Femmes de la Terre participe à la réécriture de ce guide. Et il y a aussi le guide de la CIMAD, victimes de violences, comment mieux accompagner les personnes étrangères. Donc je crois qu'ils sont tous les deux disponibles sur Internet et téléchargeables, il me semble, au besoin.
Ouais, il y a un site internet aussi qui est très bien fait. C'est une de nos bénéficiaires qui a créé ce site, Women for Women France, qui met à disposition énormément d'informations en droit des étrangers et qui fait même des questionnaires progressifs pour apporter une réponse détaillée à chaque type de situation. Donc voilà, c'est d'une richesse importante et le site est très bien fait. C'est notre plaquette. On pourra mettre à disposition, si vous voulez, dans le chat, le numéro de téléphone et l'adresse mail si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous souhaitez réorienter des femmes déjà que vous connaissez. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et on espère qu'on a été clair. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions.